Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 10 mai, merci de nous rejoindre. Tout le plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission et tout heureux de parachever cette semaine en votre compagnie. 4 possibilités, vous les connaissez déjà pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné au Orange, c'est GGO 8037. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter via le 654 39 13 13 ou sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Merci donc de nous contacter abondamment, vous les tutos. À la une, cette réaction à forte tonalité des magistrats de Guinée suite à la décision de fin de non-recevoir du bureau de l'Assemblée nationale à leur demande de lever de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle au Parlement guinéen. En refusant la demande des magistrats, on le sait, chacun se protège parce que ce serait une dangereuse première qui sonnerait le glas des interventions intempestives dans les procédures judiciaires, estiment les magistrats de Guinée, avant de promettre, nous citons, nous en tirerons conséquences et bonnes leçons, nous balayerons et l'intérieur de notre maison et la cour, mais au-delà, nous nettoyerons notre devanture et n'oublierons pas de curer les caniveaux, disent les magistrats de Guinée. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, le principal concerné depuis la tribune de l'Assemblée nationale envoyait des pics bien sentis à l'endroit des magistrats. Comment réagit-il à cette sortie des magistrats de Guinée? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur les derniers développements dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Monsieur Amadou Damaro Camara, lui-même principal concerné, il va prendre la parole chez nous ce matin. En Guinée, il ne fait pas bon d'être la tête de gondole ou simplement acteur d'une quelconque manifestation anti-troisième mandat. Un citoyen de Conakry et de la commune de Matam, enseignant de son état, l'apprend à ses dépens depuis la manifestation d'hier à Bonfils sur l'autoroute Fidel Castro. Il est activement recherché par les services de sécurité qui se seraient même payé l'audace de se rendre dans les locaux du groupe Adafo Média pour le cueillir. On va suivre son témoignage dans la deuxième partie de cette émission. Moussa Bangoura Pagal, il est donc il est le principal concerné. Il interviendra donc au téléphone dans cette émission. Merci de rejoindre toute l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Madame So Moussa Iroba. Le micro, ça doit avoir un souci. Bonjour Aboubakar, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bassikou, donc il y a quelques bobos de santé ce matin, donc il n'est pas avec nous. On va commencer par comment on peut dire, celui qui est considéré comme l'arnaqueur du président. C'est une histoire assez grotesque. Apparemment, l'arnaqueur du président, ou le prétendu arnaqueur du président, donc celui qui lui aurait piqué 300 000 $, aurait été celui qui se nommerait Alimou Barry. Barry, bien sûr. Et cela depuis le 19 du mois dernier. Mohamed Alimou Barry, qui serait un militant de l'UFDG, nous apprenons sur le site Guinée 7, aurait été arrêté hier. Je pense que ses avocats ont fait une conférence dans laquelle ils ont dénoncé les conditions de détention, parce qu'ils disent d'ailleurs qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il est détenu, comment il est détenu, il n'a pas été présenté à un juge. Bref, la procédure respectant les droits de l'homme, la procédure a été violée, dénonce-t-il, mais tout de même, on apprend que celui qui a arnaqué ou celui qui aurait arnaqué le président de la République, les 300 000 $ dont le président avait parlé, a été effectivement arrêté. Bon, on dénonçait, enfin, on relevait une couac dedans, enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça couac, mais le président aurait déclaré cela, ou plutôt a déclaré cela le 29 du mois dernier. Le 29 avril. Le 29 à l'ouverture de la conférence diplomatique. Ces avocats nous disent que Mamadou Alimou Barry a été arrêté depuis le 19, ce qui veut dire que le président savait que Mamadou Alimou avait été arrêté avant qu'il ne... 10 jours auparavant, avant qu'il ne lance l'information qu'il a été arnaqué par celui-ci. Moi, personnellement, je croyais que c'était un étranger. Curieusement. Bon, personnellement aussi. Mohamed Mara, vous en savez quoi?
Ben, la même chose, puisque ce sont les avocats qui l'ont dit. Mais aujourd'hui, ce qu'il faille préciser, c'est que les avocats ne savent même pas à qui ils doivent s'adresser. Parce que le monsieur, il est en détention, on sait où il est en détention, mais on sait désormais que cette détention-là, elle est devenue illégale. Il n'a pas été présenté à un juge, aucune instruction en cours, et on ne sait même pas sur ordre de qui il est détenu là-bas. Est-ce que le fait d'avoir arnaqué le chef de l'État fait de vous un individu hors du commun, au point que même le code pénal ne vous soit pas applicable? Moi, je me demande bien. Le chef de l'État, je pense que c'était plutôt l'occasion, encore une fois, d'éduquer autrement nos populations. Parce que imaginez si le chef de l'État, si ce monsieur, il continue d'être séquestré comme c'est le cas, on est en train de dire aux populations qu'on n'a pas confiance à la justice. Et que si vous avez vos problèmes avec d'autres personnes, il faudrait régler le problème à votre manière. D'ailleurs, il y a une pratique qui a cours dans nos gendarmeries, dans nos postes de gendarmerie et de police actuellement en Guinée. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, donc il y a une histoire de créance, ces postes de gendarmerie sont devenus des endroits où on recouvre les créances. Ce n'est absolument pas leur rôle. Les Lorsque les gens vous convoquent là-bas, vous n'avez pas à répondre à une convocation de la gendarmerie pour une affaire civile de cette manière-là. Vous n'avez pas à le faire. Et quand vous partez, on vous met la pression. On vous embastille tout de suite, on vous emprisonne. On sait comment ça se passe si on vous envoie une convocation. Vous n'y répondez pas. La convocation d'ailleurs doit toujours... Mais ils viennent vous cueillir chez vous, Mohamed. On sait comment ça se passe. Justement, la convocation doit toujours préciser le motif pour lequel vous êtes appelé. Et même, on doit vous rappeler votre droit. Ce n'est souvent pas le cas, assisté, ce n'est souvent pas le cas. Soit par un avocat ou une personne de votre confiance, même si l'avocat n'intervient pas directement dans la procédure à ce stade, mais l'avocat a le droit d'être présent. Alors quand les gens le motif le plus couru, vous savez comment c'est libellé pour affaire. Non, c'est fini. Je crois que depuis l'affaire Moussa Moïse, rappelez-vous, la première convocation de Moussa Moïse qu'on avait fait tomber ici dans l'eau, c'était justement ça. Et je crois que ça a donné une leçon au service de gendarmerie. Depuis, vous remarquerez que les libellés ont changé. Les gens ont changé tout simplement ces formulaires. Désormais, généralement. Si tu savais comment ça se passe avec les citoyens anonymes. Mais les citoyens anonymes, ils sont brimés tous les jours, Mohamed. C'est ce que je dis, Aboubacar. Mais non, ouvre un peu les yeux. Quand tu nous dis que ça a changé, qu'est-ce que tu en sais? Je vous parle de ce cas précis parce que j'ai vu après plusieurs convocations. Récemment, des confrères m'ont appelé pour me dire je suis convoqué parce qu'ils ont peur. Je leur dis, dites-moi pourquoi. Ils lisent et je me rends compte que désormais quand même on fait cet effort. Là tu parles des confrères. Non mais écoutez, Moussa Moïse c'était un confrère. Je vous dis, Mohamed, je te parle des citoyens anonymes. Vous ne me comprenez pas, mais je n'ai pas tous les cas. C'est pas le lieu pour moi de faire un procès sur toutes les anomalies. Je parle d'un cas précis. Aujourd'hui, il s'agit de ces cas, notamment de dettes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez, on vous somme de rembourser. Et puis la gendarmerie vous taxe à payer 10% ou 20% selon leur humeur. Mais c'est 10%. À payer 10% du montant recouvré. Et c'est le principe. Et on te fait croire que cela est une obligation. Et on vous dit que c'est une obligation, les gars, alors que ce n'est pas une obligation. Vous n'avez... La dette, d'abord, elle est quérable. Vous allez demander. Il y a des gens qui disent je l'ai appelé, il n'a pas donné l'argent. Je vais directement voir les gendarmes. Vous vous déplacez, vous allez le voir. Ou vous envoyez des huissiers. Et puis, à défaut, vous saisissez carrément le juge pour que l'affaire. Parce qu'on oublie une chose, quand vous allez devant le juge, vous l'emportez. Vos frais et dépenses là, tout ça là vous est remboursé. Donc prenez le courage d'aller devant le juge, qui est le professionnel, qui a les moyens de vous rester dans votre droit. Maintenant, il faut que le président donne le bon exemple. Il ne faut pas que ce monsieur continue d'être séquestré. Et Dieu seul sait dans quelles conditions, on ne le sait pas. Il faudrait quand même faire en sorte que les droits humains soient respectés. On ne peut pas continuer à détenir les gens, même si ce sont de supposés arnaques. Les grandes gueules. Merci Mohamed. Allez-y Jacques. Oui, mais cette question soulève aussi un autre débat. C'est le débat sur la sécurité même de notre pays. Bon, le président de la République qui se fait escroquer, ça veut dire qu'il fait des affaires. Parce que c'est celui qui fait des affaires généralement, qui reçoit des hommes d'affaires, et donc il se fait escroquer. Alors le président de la République, je crois qu'il n'a pas été élu pour faire des affaires à la tête du pays. Il doit pouvoir être représenté par des personnes en qui il a confiance. Donc des personnes qu'il a nommées à des postes bien déterminés. Peut-être le ministre de l'économie qui peut gérer un contrat, ou le ministre du commerce qui peut traiter avec les opérateurs économiques. Mais lui-même... il y a tellement de structures pour cela. Il y a tellement de structure que lui-même aille jusqu'à recevoir un opérateur économique, jusqu'à se faire escroquer.
Ça, nous sommes en insécurité. 3 milliards de francs. Maintenant, venu de sa poche. L'autre chose, je crois, les autres l'ont déjà dit. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Les autres l'ont déjà dit. Les grandes gueules. Il ne doit pas ordonner, parce qu'on peut bien comprendre que c'est lui qui a ordonné l'arrestation de ce monsieur. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement donc de cette façon. Et aujourd'hui, même ses avocats ne savent pas où il se trouve. Je ne sais pas si la famille même connaît où il se trouve. Ça ne doit pas se faire comme ça. Il donne le mauvais exemple. Ça veut encore tout dire, et puisque nous allons encore parler du cas de ces magistrats qui continuent à se faire influencer, ou disons à bénéficier, à subir de l'exécutif. C'est très dangereux. Allez-y, Madame Sow. Bon, écoutez, moi je me pose des questions. Je me demande comment est-ce que un chef d'État peut se faire arnaquer. Je me pose bien des questions, parce que c'est pas n'importe qui vient voir le président. Il ne peut pas s'asseoir sur je sais pas sur quelle base il a pu prendre de l'argent et donner à quelqu'un qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la moralité, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est quand même, moi je me pose des questions. C'est vraiment imprudent de prendre de l'argent et de donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne connaissez pas sa moralité. Ça m'amène à me poser des questions. En même temps, on a suivi les avocats de ce monsieur dont on parle il y a quelque temps, qui disaient qu'ils ne savent pas pour quelle raison leur client a été arrêté. Ouais. Donc il y a un flou total autour de cette question. Moi je voudrais bien savoir ce qui se trame réellement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président puisse donner de l'argent à ce monsieur. Comment se fait-il que le monsieur même ne sache pas pour quelle raison il est arrêté? Et donc il y a un flou total. Moi je voudrais vraiment qu'on éclaire la lanterne des Guinéens. Bien, on poursuit, Mohamed, avec cette condamnation de la Guinée devant la cour de la CEDEAO. Le calvaire du jeune Camara continue, et vous avez consulté ces images, les images de la torture cette pratique qu'on appelle la brochette. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Tout à l'heure, je montrais des images à Moussa Hero, qui n'a pas pu regarder une deuxième fois. Idem que moi, oui. Sur l'écran, également vous. Les images sont insoutenables. Nous pensons que dans les prochains jours, d'ailleurs, nous pourrons lui donner la parole, grâce à Dieu, peut-être sur nos antennes, pour qu'on comprenne le calvaire de ce jeune. Depuis 2011, il ne peut pas travailler parce qu'on lui a brûlé le dos à tel point que des points nerveux ont été touchés. Il ne peut pas faire, il ne peut pas travailler, alors qu'il a à charge une famille, il a une fille également, il a à charge une famille, il ne peut rien faire de sa vie aujourd'hui. Hier, l'avocat m'informait d'ailleurs qu'il était malade, ces jours-ci, il est à la maison, et tous ses frais sont à sa charge pour quelqu'un qui ne travaille pas. Le haut commandant de la gendarmerie, parce que c'est lui qui est surtout interpellé dans, si vous voulez, j'ai lu un peu le résumé de l'histoire qui a été déposé devant la cour de la CEDEAO. C'est le général Baldé qui est un peu indexé pour cette histoire-là, parce qu'il aurait, à l'époque des faits, fait suspendre le capitaine, à l'époque capitaine Konaté, et il aurait fait, c'est pas encore prouvé, mais qu'il l'aurait fait suspendre et privé de cette dotation alimentaire pendant quelques temps. Quant au commandant Sidibé, lui, il n'a pas fait l'objet de sanctions. Ceux dont on parle là, c'est Commando, que tout le monde connaît, Commando. Alors, mais depuis, il n'y a pas eu de sanctions. Malgré les plaintes, malgré, si vous voulez, l'adresse même, l'interpellation même par le procureur de la République du côté de Mafanko, rien n'a été fait depuis toutes ces années. Et pour calmer, pour enfuir l'histoire, on apprend notamment dans ces écrits-là que le général aurait promis aux jeunes de l'enrôler dans les effectifs de la gendarmerie. Le général Baldé. Oui, c'est ce qui est... Ce qui ressort des témoignages. Des documents qui ont été déposés à la CEDEAO, qu'il aurait proposé notamment aux jeunes de le faire recruter au sein des services de gendarmerie pour faire cesser un peu la plainte. La question est de savoir si le jeune était déjà gendarme, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est le jeune qui avait été maltraité ainsi, en fait animalisé, je dirais ainsi, puisque rôtir un être humain, c'est ce qu'on a fait. La torture à la brochette, c'est rôtir l'intéressé au-dessus du feu. C'est ce qu'on a fait. Vous avez vu les images. Est-ce que s'il était gendarme, qu'est-ce qu'il aurait proposé d'autre? Aujourd'hui, il ne peut rien faire de sa vie. Et maintenant que la sanction est tombée, les avocats sont derrière l'État pour que l'argent soit débloqué, au moins pour permettre aux jeunes de se soigner correctement. Rien n'est fait. Du côté de l'agence judiciaire de l'État, on dit oui que tout est dans le circuit. Pendant ce temps, rien n'avance. La dame qui avait perdu son enfant également, s'est assassinée par des policiers au port autonome de Conakry depuis des années. Personne n'a été poursuivi ici en Guinée, il n'y a rien. Et puis elle a obtenu elle aussi une condamnation de la Guinée à 45 millions de francs CFA.
elle aussi, rien. Alors qu'elle n'attend que cela au moins pour reprendre le cours de sa vie. Ouais. Rien. Et on leur dit toujours, oui, le dossier avance. Mais le dossier n'avance pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la faute de la gendarmerie, et c'est quand même 3 officiers qui sont indexés là, la faute de la gendarmerie est prouvée dans ce dossier. À l'époque, le général avait la latitude de faire sanctionner ces officiers ou de simplement leur permettre d'aller répondre devant un tribunal. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, moi je pense que le minimum, c'est que l'État se bouge. C'est quand même un concitoyen qu'on a traqué et à qui on a... Mais ces attitudes venant du général Baldé, quand même, ça me oui, mais vous savez, la gendarmerie et la police... Non, mais généralement les responsables de ces 2 corps protègent. Et c'est même pas seulement ces 2 corps. Les gens, ils protègent souvent leurs agents. Vous avez suivi ici. Mais le général, souvent, il est sévère avec ses agents indélicats. Oui, mais ça, c'est quand même surprenant. Oui, mais attendez, ce sont des sanctions. De lui, ouais. Ce sont des sanctions d'ordre administratif, ça. Ça, c'est en interne. Mais cela ne dédouane pas ces gens-là devant la justice lorsqu'il y a des poursuites. Le minimum, c'est de les laisser aller répondre. Effectivement. Mais voyez, le général n'est pas seul. Vous avez le cas comment il s'appelle, de colonel Moussa Tchebouro ici. Beaucoup d'organisations de défense des droits humains ont demandé au moins sur le plan administratif qu'on le mette en congé. À partir du moment où il est inculpé devant les tribunaux guinéens pour des crimes de masse, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des crimes contre l'humanité. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les laisse en fonction, et même parfois on accorde des grades, on accorde. Donc le jeune aujourd'hui, son cas fait pitié. L'horreur que ce jeune a subi, Dieu seul sait combien de Guinéens ont dû subir cette horreur. Peut-être qu'on en parle parce que lui il était vivant et il est vivant pour témoigner. Qui sait si d'autres sont décédés sous la torture et les corps ont disparu. Dieu seul connaît ce qui se passe. Donc je pense que ce jeune aujourd'hui, il faut que l'État paye. C'est qu'on doit que l'État permette à la justice, pour donner l'exemple que tous les citoyens sont égaux devant la loi, que l'État donne cet exemple-là en simplement faisant comparaître ses officiers. Surtout que désormais il y a un tribunal militaire qui leur répond de leurs actes. Parce que sinon, aujourd'hui, c'est ce jeune, mais demain ça peut être qui? Bien, Mohamed. C'est la question que l'on se pose. Allez-y, madame So. Alors on est dans la galerie des droits de l'homme ce matin. Non mais ouais, mais il faut reconnaître que c'est pas la première fois, comme Mara l'a dit, que la Guinée est condamnée pour de telles pratiques. Nous savons comment les choses se passent le plus souvent. Et à un moment donné, on a même dénoncé la façon dont les gens sont détenus, même dans nos prisons. Et on sait aussi comment ça se passe avec les arrestations. Quelquefois, il y a certains OPJ qui vont au-delà de leurs prérogatives, au-delà de ce qui est recommandé de faire. Parce que normalement, quand il y a plainte contre une personne, vous n'avez pas le droit, par exemple, de torturer la personne pour lui tirer des aveux, faire en sorte que la personne dise des choses, qu'elle dise des choses qu'elle ne veut pas. Normalement, ce genre de pratique, quand la plainte est déposée, vous recevez la personne, vous l'auditionnez, et si la personne n'avoue pas, peut-être vous déférez, vous déposez le dossier, en tout cas vous amenez les parties à la justice, vous laissez la justice faire son travail. Mais de là à torturer une personne, on se demande sur quelle base ils ont pu torturer la personne, parce que c'est quelqu'un qui a déposé plainte pour dire que oui, tel a fait ça. Pour quelle raison ils s'en prennent à une personne sans savoir réellement si les faits sont prouvés ou pas? Parce que je me pose bien des questions. Pourtant, aujourd'hui, quand j'entends le nom du général dans ce genre de dossier, moi, ça m'étonne avec tous les cours de droit humanitaire. Personnellement aussi. Hein? Oui, avec moi, je parle souvent de droit humanitaire international avec certains agents. Je participe à des formations sur les questions de droits de l'homme avec beaucoup d'agents de la gendarmerie et avec certains de la police. Nous savons que parfois, c'est très difficile de faire évoluer les choses, mais ça m'étonnerait que... Je suis étonnée en fait, parce que je me dis que c'est pas normal avec tout ce qui se fait et avec tous les bouquins qu'on met à leur disposition pour essayer de savoir toutes les formations qu'ils reçoivent pour ne pas déborder, pour ne pas violer les droits de l'homme dans l'exercice de leur fonction. Mais vous savez, il en restera toujours des brebis galeuses. Des brebis galeuses, justement. Des brebis égarées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Il faut les juger, comme vous l'avez dit. Par exemple, on s'est battu pour mettre en place ce tribunal militaire. Il faudrait bien qu'il fonctionne, que les gens, vraiment, les hommes en uniforme qui essaient de s'écarter de la loi, de violer la loi, puissent vraiment être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. C'est seulement comme cela qu'on pourra faire comprendre aux gens que oui, avec tout ce qu'on a investi dans la réforme des forces de défense et de sécurité, que c'est en train de payer, que les choses sont en train d'avancer. Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Moi, je pense d'ailleurs que la violence est dans la culture de nos forces de l'ordre et de sécurité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais surtout, eux, en fait, on donne... On voit aujourd'hui le comportement même de la population. Il suffit de
dire quelque part Woodjo, qu'on dise quelque part Mouniati, mais voyez le comportement des Guinéens. Je pense que la violence est en train, que ce soit la violence verbale, mais aussi physique, la violence est en train dans notre pays de rentrer un peu non, dans ça est déjà dedans. Et puis, peut-être que maintenant, d'ailleurs, vous voyez la violence des débats sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est peut-être maintenant que dans les gendarmeries, on ne soumet pas certaines personnes à certaines situations, sinon ça a toujours fonctionné comme ça dans les polices et dans les gendarmeries. Droits de l'homme, j'aimerais bien écouter Madame Moussaïro qui a parlé, ils ont des documents. Et c'est pourquoi d'ailleurs moi je suis étonné. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec avec les gendarmes, ce qui est arrivé avec cet homme, je ne sais pas. Il faut quand même rappeler que c'est en 2011. C'est en 2011. Oui, bien sûr. Faut rappeler 2011, ça fait quand même le contexte 8 ans. est légèrement différent aujourd'hui. Parce que je rappelle quand même que du côté ici de Hamdallah, il y a un officier qui a été condamné récemment à 6 années d'emprisonnement pour les mêmes faits de torture. La situation quand même il y a une nette embellie. La question quand même est de savoir pourquoi Commando et l'autre, le commandant, n'ont pas répondu. Parce que la justice reproche au général de les avoir protégés. Tant qu'on ne les sanctionne pas, quelqu'un d'autre pourra se le permettre parce que ceci est resté impuni. Enfin, je suis en train de dire que même l'exécution d'un condamné à mort mérite plus d'humanisme que ce qu'on a fait subir à cet homme. Vous avez vu, j'ai essayé de voir les photos avec Mohamed Mara. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais rien ne mérite le sort qu'on lui a réservé, celui-ci. Sa condamnation, c'est un tribunal extérieur qui condamne la Guinée. Ça veut dire que l'État même n'est pas conscient de ce qu'il a infligé à cet homme. Et c'est pourquoi je pense qu'au-delà de cette sanction pécuniaire qu'on inflige à l'État, l'État devrait prendre cet homme en charge peut-être pour toute la vie. On devrait le prendre médicalement pour toute la vie parce qu'il ne peut absolument rien faire. Mais sanctionner ceux qui font le responsable. Presque impotent. Mais voilà. Et pour le consoler, on doit sanctionner ceux qui ont fait cela. Parce que lui, il ne peut pas, quel que soit ce qu'on lui donne, il ne peut pas voir celui qui lui a infligé cela. Continuer à faire ce qu'il a fait parce que quelqu'un d'autre pourra en être victime. Merci Mohamed Ali. Allez-y, Jacques. Je pense que l'État doit véritablement ou disons agir, parce que on ne peut pas penser que c'est seulement les victimes qui doivent dénoncer la pratique de la torture. L'État lui-même, je crois, il est contre, parce qu'il a souscrit à des conventions internationales contre la torture. Voilà. Donc il doit se battre pour que dans les commissariats et dans les gendarmeries que ces pratiques-là cessent. Ça passe tout simplement par les sanctions. Mais au-delà des sanctions disciplinaires, il faut bien naturellement permettre à ce que les victimes soient rétablies dans leurs droits. En faisant condamner, en faisant payer, n'est-ce pas, les personnes qui se rendent coupables de ce genre d'actes. Je crois que l'officier qui vient d'être condamné du côté des Hamdallah, il est arrivé à faire ce genre de pratique parce que les commandos ont été protégés. Il a estimé qu'il pouvait aussi lui aussi bénéficier de la protection. Il faut continuer à sanctionner, mais encore une fois, je crois que ce cas-là ne doit pas rester comme ça. C'est-à-dire que les présumés coupables sont les présumés auteurs de ce cas de torture sont encore là. Il faut qu'on les interpelle et qu'ils s'expliquent, parce que ils ont fait passer le jeune pour un voleur. Ça, ce n'est pas encore prouvé. Ce qui est déjà une première infraction. Ensuite, on le fait passer à la brochette. À la brochette. C'est encore ça c'est criminel. Donc pour ces deux cas, il faut qu'ils s'expliquent. Bien. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.